Amis réfractaires, aujourd'hui c'est la troisième vidéo qu'on sort sur Julian Assange, et après s'être consacré sur le fonctionnement de Wikileaks, puis sur toutes les révélations qu'ont fait Wikileaks, et ben là on va s'intéresser à un autre sujet, c'est les conséquences de tout ce bordel. Parce que évidemment ça a énervé beaucoup de personnes, beaucoup de gouvernants, et notamment les États-Unis qui se sont pas laissés faire. Et donc aujourd'hui on va retracer l'histoire de Julian Assange, qui l'ont mené à créer Wikileaks en 2006, jusque son procès là qui est en cours et qui va se terminer le 4 janvier. Et ben c'est parti. Alors pour rappel, Assange c'est donc un informaticien et un journaliste australien qui lance Wikileaks en 2006. Et forcément, peu de temps après les premières révélations, la répression démarre. Les instances bancaires coupent les moyens de financement de l'entreprise et du journaliste, et des gens qui sont affiliés à Wikileaks se font piquer leur ordinateur aux frontières, et surtout, dès 2010, le grand jury, avec un accent anglais que je n'ai pas, s'est lancé à la poursuite de notre protagoniste. Alors si tu sais pas ce que c'est un grand jury, eh ben c'est une instance qui est créée pour lutter contre le crime organisé normalement, et c'est ce genre de truc qui permet de lancer une enquête à un type sans jamais qu'il soit au courant. C'est un truc très secret, et concrètement ça permet aux États-Unis et à la CIA de surveiller et de préparer le procès d'un mec un peu chiant. Et ce qui est rigolo, c'est que on est au courant de ça parce qu'il y a eu des fuites. Mais les galères n'empêchent pas à Wikileaks de bien fonctionner et d'être relayé aussi par de nombreux journalistes dans les grands médias. Il y a eu notamment les fuites de la guerre d'Irak avec la vidéo Collateral Murder et des milliers de documents relatifs aussi à la guerre d'Afghanistan et d'Irak. On est fin août 2010 et notre Julian part alors en Suède pour une conférence, un pays dans lequel il voulait s'installer vu que déjà c'est hyper stylé la Suède, on va pas se mentir, et surtout qu'il y a plein de lois théoriquement pour protéger les lanceurs d'alerte. Pendant son séjour, il a 2 relations sexuelles consenties avec 2 femmes qui vont le lendemain au commissariat pour demander à Assange de faire un dépistage du VIH, vu qu'une des relations n'était pas protégée et que l'autre, le préservatif, aurait cédé. Il faut savoir qu'en Suède, les lois sur les agressions sexuelles, c'est beaucoup plus en avance que par chez nous. Et donc les policiers, en recueillant les témoignages des 2 femmes, ils se sont dit, ok, on va quand même enquêter là-dessus pour savoir s'il n'y a pas des trucs qui sont un peu, s'il n'y a pas eu un viol dans cette histoire. Et donc ils ont cherché, et quelques heures plus tard, ils se sont dit, il n'y a aucune raison de penser que c'est un viol, donc on referme le dossier. Sauf que pendant ces quelques heures-là, évidemment, tous les tabloïds ont été mystérieusement au courant, et ils ont fait plein d'articles sur Assange accusé de viol, tout ça, alors que c'était pas vrai, mais ils ont quand même mis ça. Ce qui fait que, déjà, la réputation d'Assange, alors qu'il n'a rien fait, commence à être salement salie. Bon, après, c'est que de la réputation, tu me diras, c'est pas très grave. L'important, c'est que la justice, fait pas une enquête là-dessus, que tout va bien, et que la Suède autorise même Assange à partir du territoire pour aller en Angleterre, faire sa vie, patati patata. Donc à partir de ce moment-là, tout semble bien aller, quoi. Je veux dire, comment ça pourrait mal tourner cette histoire? Oui, je dis ça parce que ça va vraiment mal finir cette histoire. Parce qu'à ce moment-là, Wikileaks a annoncé vouloir publier 15 000 nouveaux documents sur la guerre d'Afghanistan. Des révélations qui ont déjà foutu un gros bordel chez les dirigeants états-uniens. Mi-novembre, Wikileaks publie 400 000 notes officielles sur la guerre d'Irak, ainsi que 250 000 câbles diplomatiques américains dont certains sont vieux de 1966. C'est alors la plus grosse fuite de documents de l'histoire humaine. Autant le dire, Wikileaks publie les trésors de l'administration américaine qui n'auraient jamais dû voir le jour, et surtout de cette façon, dans le domaine public, tout ça. À partir de ce moment-là, Wikileaks et surtout Assange deviennent les ennemis numéro 1 des États-Unis. Et c'est que quelques jours après, et c'est pas une coïncidence, que le parquet suédois réouvre l'enquête pour viol et émet un mandat d'arrêt européen pour interroger Assange sur cette histoire. Donc là, c'est la partie un poil technique et pourtant méga indispensable si tu veux comprendre ce qui s'est passé avec Assange et la justice et tout ça. Donc on a vu que la police avait ouvert une enquête très peu de temps avant de la renfermer parce qu'il n'y avait rien dedans, c'était pas un viol, c'était normal, les femmes étaient consentantes, tout ça, tout ce que tu veux. Mais là, tu as une procureure qui décide d'ouvrir une enquête préliminaire parce que malgré les témoignages des femmes, on pourrait qualifier et caractériser ce qui s'est passé comme un viol. D'accord? C'est que malgré les témoignages, on pourrait peut-être considérer que c'est un viol. Sauf que tu as eu aucun nouvel élément et aucun nouveau témoignage qui justifie l'enquête. D'accord, l'ouverture de cette enquête. Une enquête préliminaire qui va durer 7 ans. L'enquête est ouverte et la procureure, une procureure, c'est pas une décision de justice, c'est une procureure lance un mandat d'arrêt européen pour aller chercher Assange pour qu'il revienne en Suède faire un témoignage. Ce qui est assez surprenant parce que la Suède, quelques jours plus tôt, avait dit « Ok, Assange, tu peux partir ». Tu vois le délire?
C'est la Suède autorise Assange à partir, par contre tu as une procureure, une seule, qui envoie un mandat d'arrêt au niveau européen pour qu'il revienne sur le sol suédois. Alors que tu n'as aucun nouvel élément, que tu n'as aucun nouveau témoignage. Alors Assange, il dit ok, moi je veux bien témoigner. Et je veux même bien aller en Suède parce que j'ai pas envie que cette affaire, enfin voilà, tu vois, j'ai rien à me reprocher, tout ça. Mais par contre, il dit je veux bien aller en Suède à condition que la Suède me garantisse que jamais je ne sois envoyé aux États-Unis pour être jugé, machin, tout ça, on verra ça tout à l'heure. La Suède répond que, en fait, ils peuvent pas garantir ça. Donc en gros, la justice suédoise voulait absolument que Assange témoigne sur cette affaire-là, sauf qu'il ne voulait pas donner les garanties qui permettraient à Assange de faire ce témoignage-là. Donc face à ça, Assange dit « Ok, bon, il y a un autre moyen, enfin il y a deux autres moyens même, c'est soit je fais un témoignage par l'intermédiaire de la police anglaise, soit je fais un témoignage directement par Internet avec Skype et toutes ces conneries-là. » Là, la procureure refuse aussi. La procureure veut absolument que Assange vienne en Suède et elle ne peut garantir que ce voyage ne coûtera pas la vie à Assange. Ce qui est un peu curieux, et là tu commences à sentir un petit peu la puanteur de cette histoire. Là, clairement, ça se voit, de là où je suis sur Guingamp, alors que la Suède c'est quand même vachement loin, ça se voit que ça, c'est un traquenard qui est juste fait pour faire en sorte que Assange vienne en Suède pour qu'il se fasse extrader après. Je veux dire, cette histoire de témoignage, c'est du bidon. Enfin, si c'était vraiment ça l'important, eh ben, ils auraient chopé le témoignage en garantissant soit le reste, soit en passant par la police, soit en passant par Skype et tout ça. On va voir, c'est pas fini les histoires de justice et tout ça, mais on va le voir, du début à la fin, tu n'as rien de légal. Tu as juste un vernis juridique qui justifie le fait d'avoir une oppression absolument incroyable sur le meilleur journaliste que nous avons. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'à ce moment-là, je le répète, mais c'est vraiment important de le savoir, à ce moment-là, précis, Assange n'a commis aucun délit, aucun crime. Il est accusé de rien du tout. Il faut juste son témoignage par rapport à une affaire. D'accord? Et un autre détail dans cette histoire, ça paraît un détail, en vrai c'est important, c'est que la police anglaise, elle donne énormément de crédit à un mandat d'arrêt qui est envoyé seulement par une procureure. Ce qui est un peu bizarre en fait au niveau de la loi, machin, tout ça. Et du coup, suite à cette histoire, on se rend compte que si la police donne autant de crédit, c'est parce qu'il y a un trou dans la loi, et que du coup, ce trou, il va être rapidement bouché pour dire qu'en gros, les mandats d'arrêt, ça a de la valeur seulement si c'est émis par un juge, parce qu'un procureur, c'est pas totalement indépendant, tout ça. Et donc, normalement, tu as une rétroactivité si le truc est positif. C'est-à-dire que Assange, normalement, il aurait dû bénéficier d'une rétroactivité puisque la loi lui est favorable. Sauf que là, non. Parce qu'en plus de boucher la loi, se rajoute à ça une clause Assange qui dit en gros que ce truc-là ne concerne pas Assange. Non mais quand je vous dis que ça pue cette histoire, c'est que ça pue vraiment. On est en décembre 2010 et Assange est donc en Angleterre. En se rendant à une convocation judiciaire pour une enquête préliminaire suédoise, il est arrêté par la police qui le menace de l'envoyer en Suède. Après 2 décisions de justice et un paiement d'une caution fixée à 280 000 €, s'il vous plaît, qui a été payé par plusieurs personnes, il est libéré mais doit porter un bracelet électronique et pointer à la police tous les jours à 20 h. Tout ça, ça dure 1 an à peu près, le temps que les appels, les procès, les trucs de justice se terminent. Assange, il tente tout ce qu'il peut, il perd tous les procès, sans exception, il perd tout, et il arrive à un moment où il n'a plus de recours juridique. Donc ça veut dire que la police peut à tout moment venir chez lui, lui toquer à la porte, il sait très bien qu'il risque d'être envoyé aux États-Unis après tout ce qu'il a fait. Et du coup, ça pue un peu la merde pour lui, mais il va réagir. Le 19 juin 2012, il prend alors une perruque, sa moto et file à l'ambassade équatorienne. À l'époque, l'Équateur est dirigé par Correa, un président de gauche populaire de la seconde vague socialiste sud-américaine, et accorde rapidement l'asile politique à Assange malgré les énormes pressions anglaises et états-uniennes. Un petit studio est alors aménagé dans l'ambassade qui devient la plus surveillée au monde. Et là, il ne faut pas croire que c'est un petit appartement tranquille. Ils ont réaménagé un studio, c'est pas très grand, voire minuscule, tu vois, c'est pas ouf. Et surtout, il subit des problèmes de santé au niveau des dents et au niveau de l'épaule. Des problèmes de santé que l'ambassade ne peut pas résoudre. En fait, il faut un hôpital pour ça. Le problème étant que l'Angleterre ne veut pas s'engager à organiser un corridor humanitaire, c'est-à-dire en gros à laisser partir Assange à l'hôpital puis revenir dans l'ambassade tout en garantissant qu'ils ne vont pas le prendre, l'emmener aux États-Unis, tout ça. Et vu que l'Angleterre ne veut pas organiser ce corridor humanitaire, l'Angleterre laisse crever Julian Assange dans son ambassade alors qu'il n'a commis aucun délit.
donc qu'il n'a commis aucun crime, alors qu'il est innocent de tout ce qu'on peut et que c'est juste un putain de journaliste, quoi. Ah oui, et bon, c'est un détail, mais se rajoute à cette histoire le fait que Assange est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par 3 bonhommes qui se relaient constamment. Voilà. Ça a coûté des millions et des millions de livres à l'Angleterre, mais ils ont fait ce truc-là. Le gars, il mettait un pied dehors, il se faisait jeter. Bon, là, tu commences à imaginer aussi un peu la pression que doit subir, enfin la pression psychologique et physique que doit subir Julian Assange quand il reste enfermé là-dedans dans l'ambassade. Mais encore, pour le moment, l'ambassade est cool avec lui, donc c'est pas ouf, mais ça se passe. En 2015, Assange est toujours accusé de rien, mais la potentielle affaire d'agression sexuelle sans plainte contre lui est officiellement proscrite, et en 2017, le parquet annonce abandonner les poursuites. La seule chose qui est alors reprochée à Assange, c'est donc la violation de la liberté conditionnelle avec l'histoire du bracelet électronique qu'il a enfreint pour aller demander l'asile politique à une ambassade. Bon, petit mea culpa, j'ai dit que Assange tout à l'heure n'était coupable de rien. En vrai, là, quand il est dans son ambassade, il est coupable de quelque chose, c'est de ne pas respecter les conditions qui ont été établies pour sa remise en liberté. C'est-à-dire qu'il ne va plus pointer à la police, machin, avec son bracelet. Donc il a rompu ça. De tout ce que Julian Assange a fait dans sa vie, c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. C'est d'avoir demandé l'asile politique dans l'ambassade d'Équateur et d'avoir du coup rompu ses conditions de mise en liberté. Et d'ailleurs, ce qui est un peu rigolo et ironique là-dedans, c'est que il avait son bracelet justement pour qu'on sache où il est, pour pas qu'il s'enfuit. Or là, il est enfermé dans une quasi-prison dans l'ambassade d'Équateur. Donc le monde entier sait qu'il est là. C'est pas comme si le gars il avait enlevé son bracelet pour fuir au Mexique ou pour faire un braquage et tout ça, d'accord? Il a juste demandé un asile politique, il est enfermé depuis dans l'ambassade d'Équateur. Et surtout qu'à la base, je le répète, mais c'est juste un traquenard organisé par les États-Unis et la Suède pour le choper. Parce que c'est pas légitime non plus de lui foutre un bracelet, les plus grosses amendes possibles, machin, tout ça pour avoir son témoignage, alors que la procureure refuse de vraiment recevoir son témoignage et demande justement à ce qu'il vienne en Suède pour qu'on l'extrade. Pendant qu'il est à l'ambassade, un groupe de travail de l'ONU reconnaît après 1 an et demi d'enquête la détention arbitraire d'Assange et la torture qu'il subit depuis qu'il est enfermé là-bas. Il demande évidemment la libération du journaliste et surtout le refus de l'extradition vers les États-Unis. Donc on va parler un petit peu là de l'extradition parce que c'est un élément important de cette affaire. Tu as le département de justice américaine qui a déclaré dans ses communiqués de presse qu'il reprochait à Assange d'avoir commis de l'espionnage. Et pour ça, il risque 175 ans de prison. Mais quand tu regardes les charges réellement retenues de manière juridique par le département de justice américaine, tu te rends compte que ce qu'on reproche à Assange, c'est pas du tout de l'espionnage. C'est d'avoir fait du journalisme d'investigation. Rien de plus. Et tu as un décalage, ce qui rajoute encore de la suspicion dans cette affaire, entre les communiqués de presse faits par le département machin, et les actes vraiment qu'on reproche à Assange. Et d'ailleurs, les charges qui sont retenues contre lui ont changé à la mi-août, comme ça, de manière sneaky, comme ça, genre personne l'a vu. Voilà. En fait, pour faire simple, du début à la fin, il n'y a absolument aucune justification légale de ce qui est en train de se passer. Il y a une traque humaine qui est déguisée sous le vernis du juridique, rien de plus. Mais je n'ai pas dit encore le plus gros, le plus what the fuck de l'histoire. Il y a un truc absolument énorme dans cette affaire, et c'est tellement évident que ça saute pas aux yeux. Donc il faut savoir que Assange est australien, d'accord? Que, j'ai dit au début là, dans la première vidéo, que l'entreprise, elle, Sunshine Press, là, elle est islandaise. Donc d'accord, l'Australie, l'Islande, machin. Donc ils font leur truc de journaliste, ils font des révélations, tout ça. Donc à partir de quel moment les États-Unis sont légitimes de juger un citoyen qui n'est pas américain et qui n'a commis aucun délit sur le sol américain? On va prendre un exemple pour montrer un petit peu tout ça. Toi, dans ta vie, tu as très probablement, quasiment sûr, violé des dizaines de lois d'Arabie Saoudite. D'accord? Donc la situation est exactement la même que si l'Arabie Saoudite demandait à la France de t'extrader dans leur pays, en Arabie Saoudite, pour que tu sois jugé dans ce pays-là alors que tu n'es pas citoyen saoudien et que tu n'as jamais habité en Arabie Saoudite. Alors, probablement, tu n'as jamais habité en Arabie Saoudite. Ce serait stupide de faire ça. Ce serait insensé de faire ça. Enfin, c'est totalement débile, quoi. Victor Dédage, il résume ça très bien, c'est que on ne peut te reprocher d'avoir violé une loi que si tu violes une loi d'une juridiction dont tu dépends. Chaque jour, on viole des lois de plein de pays internationaux, mais on s'en fout parce que nous, on est français. Et du coup, l'important, c'est de ne pas enfreindre la loi française ni enfreindre la loi internationale.
Et Assange, c'est pareil. Dans tout ce qu'il a fait, il n'a jamais enfreint une loi d'une juridiction dont il dépend. À part l'Angleterre avec son bracelet électronique, machin, mais ça, on s'en fout un peu. Donc en fait, les États-Unis, là-dessus, ils demandent juste à ce qu'on enlève Julian Assange de là où il vit, pour l'emmener aux États-Unis, le juger avec des lois américaines alors qu'il n'est pas américain, alors qu'il n'a jamais foutu les pieds aux États-Unis, enfin bref, c'est juste n'importe quoi. Et Victor Dédage dit ça aussi, c'est que là, c'est pas une extradition. Là, on dit un peu ça parce que, tu vois, pour raconter tout ça, mais là, maintenant, on sait que c'est pas une extradition. C'est juste un enlèvement. Les États-Unis essayent de nous enlever le meilleur journaliste que nous avons parce que il va contre leur intérêt diplomatique, économique, guerrier et militaire. Il n'y a aucune consistance juridique dans cette affaire. Donc là, je prends le temps de le dire parce que c'est important de le dire. Rien de tout ça n'est légal. Assange ne doit absolument aucun compte aux États-Unis. Et pourtant, c'est eux qui font toutes les pressions que tu peux imaginer pour essayer de le ramener. Enfin bref, c'est important de comprendre ça. Les lois des États-Unis s'arrêtent aux frontières des États-Unis. Point barre. Et si on accepte que Assange doit partir là-bas pour être jugé là-bas, ça veut dire que n'importe quel journaliste dans le monde entier peut un jour être jugé par des lois américaines. Assange n'a commis aucun crime, hein. Il est juste journaliste. Voilà. Je donne le temps de bien digérer l'info parce qu'elle est vraiment importante celle-là. Bon, sinon pour la petite histoire, en 2013, Assange organisa activement avec Wikileaks la fuite de Snowden, qui avait alors révélé le programme d'espionnage de masse organisé par la NSA. La destination prévue, c'était l'Équateur, mais après quelques galères, il a pu quand même s'installer en Russie. Comme quoi, même enfermé dans une ambassade, le gars il continue à faire le taf. Mais bien sûr, l'histoire n'est pas finie. En 2017, en Équateur, Correa passe le pouvoir à son dauphin. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est le même pouvoir. Sauf que le gars, en fait, c'est un traître et il va libéraliser le pays contre toutes les promesses de campagne qu'il a pu faire. Il change rapidement tout le personnel de l'ambassade à Londres, un personnel qui devient méfiant, qui rédige des rapports quotidiens sur tous les faits et gestes du journaliste. Et les images que tu vois viennent de cette période. Elles ont été prises par une entreprise espagnole de sécurité, sous-traitant de la CIA et embauchée par l'ambassade pour subvenir aux intérêts états-uniens. Un employé de la boîte récupéra ces images pour tenter de faire un chantage à 3 millions contre Wikileaks, qui lui envoya aux fesses ses avocats, d'où le fait qu'on ait ces vidéos maintenant. Il y avait des micros et des caméras partout, y compris dans les toilettes. Il y avait même un laser sur la fenêtre pour analyser les vibrations de la vitre pour en déduire les conversations que Assange tenait avec ses avocats. Ce qui est, je le rappelle, totalement illégal. Assange sent le coup venir et prend des précautions, mais ça se complique quand le personnel de l'ambassade lui enlève son lit, lui coupe son chauffage en plein hiver et lui pique ses rasoirs. Et ce sont deux événements qui vont précipiter sa chute. D'abord, les INA Papers qui montrent la corruption du nouveau président équatorien. En fait, c'est des fuites de documents qui ne viennent pas de Wikileaks du tout, mais qui ont été partagés par eux sur Twitter, et ça suffit au président pour accuser Assange d'en être le responsable. Deuxième événement, c'est la conférence de presse de Wikileaks sur la surveillance constante organisée par la CIA dans l'ambassade d'Équateur. Tout ça, ça a justifié le fait que le lendemain, Assange, qui avait perdu son asile politique, se fait virer par la police britannique avec une barbe bien dégueu pour le faire passer pour un fou. Mais on obtient quand même cette photo, Assange serein et confiant malgré tout. Pour avoir seulement commis le délit dans un contexte très particulier qu'on a développé, pour avoir seulement brisé ses conditions de libération, machin truc avec son bracelet, aujourd'hui, Julian Assange est enfermé entre quatre murs dans la plus grande prison anglaise, la plus sécurisée. Il est en isolement entre quatre murs. La seule chose qu'il peut faire, c'est une marche toutes les 30 minutes, seul. Et la seule activité socialisante qu'il a, c'est tous les dimanches à la messe. Voilà, c'est ça le quotidien de Julian Assange. Ah oui, et en passant, la police anglaise lui a piqué son ordinateur pour l'envoyer aux États-Unis, ce qui est totalement illégal, mais bon, on n'en est plus là. Ah oui, petit détail. On a dit que la seule chose qu'on lui reprochait, c'était d'avoir cassé le truc du bracelet, machin, tout ça, d'être allé à l'ambassade d'Équateur alors qu'il aurait dû aller pointer à la police. Ça, c'est la seule chose qu'on pouvait lui reprocher. Du coup, il y a eu le procès de ça, et il a eu la peine maximale de 50 semaines d'enfermement, prison ferme pour ça. Ce qui est quand même beaucoup, au vu du contexte. Bref. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, quand tu es en bonne conduite, c'est divisé par 2. Donc, 50 divisé par 2, 25 semaines. Ce qui veut dire que théoriquement, Julian Assange est libre depuis septembre. C'est pas le cas, c'est pas du tout le cas, mais théoriquement, Julian Assange est libre depuis septembre. Et depuis septembre, il a purgé la seule peine qu'il pouvait purger pour le seul délit qu'il a jamais enfreint de toute sa vie.
Et depuis septembre 2020, c'est le procès d'Assange qui a été reporté plusieurs fois à cause du Covid et de la mauvaise connexion Internet d'un juge qui ne pouvait pas téléjuger Assange depuis son salon. Ce qui est un peu ironique puisque à la base, la Suède avait refusé que Assange fasse pareil pour son témoignage. Enfin bref. Dans ce procès, différents témoins ont alerté d'ailleurs de la détresse psychologique du journaliste, forcément un peu détruit, qui se rappelle que difficilement de son nom. Donc voici un peu l'histoire qui fait que depuis 7 ans, Julian Assange est enfermé alors qu'il n'a commis aucun délit, alors qu'il n'a commis aucun crime et qu'il a juste fait son boulot de journaliste avec un spectacle et une efficacité qu'aucun journaliste n'a réussi à avoir à part lui. La seule chose qu'il a fait, c'est délivrer des documents au public, à tout le monde, des documents qui prouvent que les États-Unis ont fait de la merde pendant leur guerre, quoi. Et qu'ils ont tué des centaines de milliers de personnes en Irak, en Afghanistan, ils ont torturé des gens, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est traqué depuis 7 ans. L'objectif, puisqu'il ne pouvait pas détruire Wikileaks, c'est de détruire psychologiquement et physiquement l'individu qu'il représente. L'objectif, c'est de mettre une ligne rouge et de dire à tous les journalistes qui voudraient un jour contraindre un petit peu trop les États-Unis que, il y a la jurisprudence Assange maintenant. Si tu es journaliste et que tu veux balancer de la merde sur les États-Unis, maintenant tu sais que tu peux finir comme Julian Assange, c'est-à-dire enfermé, emprisonné, sali alors que tu n'as rien fait. Et c'est pour ça que le procès d'Assange, il y a des vrais enjeux derrière. Il ne faut absolument pas laisser les États-Unis mettre cette ligne rouge-là, évidemment. Ce qui se prépare le 4 janvier, on ne sait pas si ça va bien finir ou tout ça, parce que ça dépend aussi des mobilisations et tout ça, mais ce qui se prépare, en tout cas, le 4 janvier, ce n'est pas une extradition, c'est l'enlèvement du journaliste le plus influent du XXIe siècle. Voilà, il n'y a pas de base juridique là-dedans, donc ce n'est pas une extradition, c'est un enlèvement, point barre. Bon, évidemment, s'ils enferment Assange, c'est qu'il y a d'autres raisons qui sont plus politiques. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, où on va analyser d'un point de vue politique Wikileaks pour comprendre ce que vraiment représentait cette organisation et qui explique cet acharnement inédit, spectaculaire et totalement illégal et illégitime que Assange subit depuis des années et des années. On se revoit donc demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Bon, on m'a expliqué un truc hier, et du coup je vais vous le raconter ici, parce que c'est assez fou, mais c'est totalement incompréhensible, du coup il ne fallait pas du tout l'intégrer dans la vidéo, parce que sinon on allait... Enfin, vous allez voir, c'est vraiment incompréhensible. Assange, là, en ce moment, il est en isolement dans la prison la plus sécurisée d'Angleterre. Et pourquoi il y est? C'est pas parce qu'il purge une peine, parce que sa peine est purgée depuis le 7 septembre, mais parce qu'il est en garde à vue depuis ce temps-là, et qu'il attend son procès, du coup, en isolement, parce qu'ils ont peur qu'il s'échappe. Bon, déjà, un gars pacifique comme Assange, tu le fous en isolement dans la plus sécurisée des prisons alors qu'il a rien fait, qu'il n'a même pas de procès, enfin bref, c'est déjà un peu surprenant. Mais c'est pas ça le pire. C'est que forcément, tu as eu aussi l'épidémie de Covid-19 qui s'est répandue dans la prison. Et tu avais une dizaine de cas de personnes qui avaient chopé le Covid-19. Sauf que Assange, lui, c'est quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires. Et il y a des gens dans la prison qui avaient aussi des problèmes pulmonaires et qui sont partis de cette prison-là parce que, justement, pour éviter l'épidémie, ils sont allés dans une autre prison qui était un peu plus cool. Donc les avocats, ils ont demandé, tiens, mais pourquoi est-ce que Assange, lui, qui a aussi des problèmes pulmonaires, pourquoi est-ce qu'il ne l'envoie pas dans une autre prison? La réponse de la justice anglaise, c'est, vu que Assange ne purge pas de peine, on ne peut pas le libérer. Et pourtant, il est en isolement, quoi. Il peut faire que 30 minutes de marche par jour, il peut aller que à l'église le dimanche, tout ça, c'est vraiment un prisonnier, sauf que, vu qu'il purge pas officiellement de peine, ils peuvent pas le libérer, voilà. Et pendant ce temps-là, tu as des témoignages notamment de la famille de Assange qui dit en gros que dans sa cellule il fait super froid, c'est l'hiver, il a que 2 couvertures, il n'a pas de vêtements d'hiver et il est obligé de mettre des livres, tu sais, sur la vitre pour éviter que ça gèle trop et pour faire un peu d'isolation, quoi. Enfin bref, c'était juste une petite histoire pour finir avec cette punchline de la justice britannique, c'est on ne peut pas le libérer puisqu'il ne purge pas de peine. On se voit demain, des bisous.